Bonjour, je voudrais aujourd'hui, en définition 5, vous présenter la tâche exaltée. C'est assez central. Toutes ces notions, pulsions, désir essentiel, culpe vitale, sont des notions vraiment de base de la psychologie de la motivation que Diel a introduit. Et comme vous voyez, ce sont des termes qui ne sont pas courants, qui peuvent être utilisés dans la vie dont peut rencontrer une fois ou deux peut-être, mais dans un sens qui n'a pas été défini. C'est pour ça que c'est très important de les définir. Alors la tâche exaltée, c'est le sens de la vie dévié, c'est le faux sens de la vie. Le vrai sens de la vie étant le désir essentiel. Donc, d'un côté, vous allez avoir le sens de la vie positif, le désir essentiel, et d'un autre côté, la tâche exaltée. Alors, tâche exaltée. Le premier mot, tâche, au sens d'une action à faire, exaltée, c'est-à-dire de façon parfaite. On aimerait bien, tout ce qu'on fait, le faire parfaitement. Et comme vous voyez, le mot parfait dévie un peu de on doit faire les choses, mais personne ne nous impose de les faire parfaitement. Le fait de les faire parfaitement, c'est nous qui nous imposons cette finalité, cette tâche, et ça devient, dans ce cas-là, impossible à réaliser, parce que la perfection n'est pas de ce monde, entre guillemets, que quelqu'un soit parfait, qu'il lève la main, que quelqu'un fasse quelque chose de parfait, qu'il lève la main, je serai prêt à aller le rencontrer dès demain, en prenant, même s'il est à l'autre bout du monde, l'avion le plus rapide, parce que c'est un phénomène extraordinaire qui ne peut pas arriver. Donc je ne m'engage pas à grand-chose en disant que je cours et je me précipite pour aller le voir. On ne peut pas faire dans l'accidentel quelque chose de parfait. Il y a toujours mieux. Alors, si vous définissez le mot parfait comme étant l'accomplissement idéal, vous verrez que ce n'est pas accessible et que ce n'est pas faisable. C'est pour ça que la tâche exaltée crée beaucoup de problèmes. Pour Diel, la définition qu'on trouve dans la psychologie de la motivation est la suivante. Le but dévié, la tâche exaltée, imaginée et superflue, donc l'évasion imaginative, ce que l'on crée en quittant la réalité, évasion imaginative, évasion de la réalité, superflue parce que ça ne sert à rien, se trouve à la base même de toute nervosité. Le nerveux n'a qu'une chose, c'est réaliser parfaitement un idéal qu'il se crée et il devient dépendant de son imagination. Il n'est plus dans la réalité. Et au lieu de répondre aux besoins naturels de la réalité, eh bien, il est parti dans des élucubrations impossibles. Donc, car la pensée affective en a besoin pour justifier les défaillances devant la tâche naturelle. La tâche naturelle, c'est la maîtrise des excitations, c'est la possibilité de contrôler les excitations du monde extérieur, mais aussi les excitations que l'on se crée soi-même par représentation des excitations du monde extérieur. Un croissant à manger peut être vu dans une boulangerie, dans la devanture d'une boulangerie, c'est une excitation, mais on peut très bien, en fermant les yeux se représenter un croissant et avoir immédiatement envie de le manger. Donc, que ça soit
c'est une excitation au même titre qu'elle soit créée par notre imagination, qu'elle soit vue directement avec nos sens. L'odeur en passant devant une boulangerie le matin à 7 heures, ça réveille un petit peu des envies de manger du pain frais et des croissants, de la même façon qu'on peut se le représenter. Eh bien, au lieu d'accepter la réalité telle qu'elle est, on va l'exalter. Alors, pour vous montrer, comme je fais d'habitude, c'est-à-dire pour vous montrer la transposition, si je peux vous dire, pour que vous compreniez mieux, eh bien, je vais vous montrer, comme les fois précédentes, un petit peu comment je le représente, et ce qui va vous permettre de mieux voir. Excusez-moi. Voilà. La tâche exaltée est un noumen, c'est-à-dire que on verra la définition plus tard, c'est un élément, un objet du monde intérieur. Et en tant qu'objet du monde intérieur, il est représenté par un rectangle. L'excitation, comme on a parlé, est représentée également, c'est un noumen, un autre noumen, ce sont des objets, ça serait entre guillemets des neurones séparés, si vous pouvez les concevoir comme tels, il y en a des milliers et des millions dans le cerveau, des excitations, des désirs, des motifs et des actions. Et la tâche exaltée, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va, comme vous avez vu, vis-à-vis de l'excitation, elle va l'exalter, c'est-à-dire que j'ai une excitation qui est donnée et je vais en faire toute une perfection immédiate. Le croissant, je vais le manger, et je vais le manger avec mon meilleur ami ou avec ma fiancée, et je vais, etc., etc. On va se créer à partir de ça tout un échafaudage imaginatif qui sera une rêvasserie, c'est-à-dire une évasion de la réalité pour satisfaire, entre guillemets, la perfection. Et puis, la tâche exaltée va refouler les désirs qui ne sont pas en cohérence avec ce désir, cette excitation qui va créer, elle, d'autres désirs, d'accord? Et puis, elle va également justifier ce besoin d'exaltation, ce besoin de quitter la réalité pour enfin inhiber finalement l'action, parce que quand on veut être parfait, eh bien, si vous poussez jusqu'au bout ce raisonnement, vous allez être bloqué dans la réalisation de cette tâche, de cette action à faire, vous allez la bloquer. Donc vous voyez que la tâche exaltée a déclenche quatre fonctions psychiques qui sont l'exaltation, le refoulement, la justification et l'inhibition, et qui va donc se relier à d'autres, ce noumen va se relier, cet objet du monde intérieur va se relier à d'autres, va transformer cette tâche exaltée en d'autres noumens pour les impacter. Et donc on va c'est le début, si vous voulez, là, du fonctionnement psychique qui vous sera expliqué à l'EHEPM. Si vous suivez mes cours, vous aurez le schéma global du fonctionnement psychique, mais vous voyez déjà que certains termes conduisent à des fonctions psychiques et que ces fonctions psychiques permettent de décrire le fonctionnement psychique global avec ses différentes actions
entre et interaction entre nous-mêmes, c'est-à-dire entre objets du monde intérieur. Voilà le passage de la définition de Paul Diel à ce que nous pouvons en déduire aujourd'hui de façon vraiment psychologique, au sens du raisonnement, au sens mathématique du raisonnement que l'on peut faire en psychologie. Voilà, je vous laisse réfléchir sur cette définition et je vous dis à demain. Je vous remercie de votre écoute.